Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, l'avant-dernier roman des Rougon-Macquart d'Émile Zola. J'arrive bientôt à la fin de ma lecture, suivie des 20 romans de cette histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Ce roman, La débâcle, c'est celui où le Second Empire va s'effondrer. Cette débâcle, c'est la défaite de Sedan, et c'est Jean Macquart, le personnage qu'on a déjà rencontré dans La Terre, le paysan soldat, comme tant de personnes l'étaient à cette époque-là, le paysan soldat qui se retrouve au cœur de cette débâcle, au cœur de cette défaite militaire, au cœur de la guerre. Et donc, La débâcle, c'est un roman sur la guerre, sur un moment précis de la guerre, la défaite. Un roman en 3 parties, avant le combat, pendant le combat et après. Et Jean, il a un grade, il est, je crois, caporal, pas un grade très élevé, sous-officier. Et puis, surtout, il va vivre cette guerre en compagnie de Maurice, qui est un camarade, soldat, d'un milieu tout à fait différent du sien, qui est plus un intellectuel qui a vécu à Paris, alors que Jean n'a pas vraiment d'éducation en tant que paysan. Mais une amitié va se nouer entre ces deux personnages, malgré les tensions de la guerre, et une amitié dont je ne vais pas raconter la fin, mais une fin assez terrible, à cause des événements qui sont décrits. Donc ce roman, La débâcle, c'est un roman sur la guerre, et évidemment ça nous parle d'autant plus que des guerres, il y en a toujours, que je parle de ce livre-là au moment où on continue à se battre en Ukraine, par exemple, et ailleurs. Et on voit, comme dans tous les romans de guerre, en tout cas dans tous les romans de guerre qui essayent de décrire la guerre telle qu'elle est, à quel point tout ceci est absurde. Tout ceci est d'abord une violence faite aux soldats qui font la guerre et à ceux qui les entourent, aux civils, à leurs familles, à leurs femmes, à leurs enfants. Alors, je ne vais pas raconter cette histoire-là, les multiples personnages qui sont mis en scène. J'ai plutôt envie de lire quelques passages, avant, après et pendant la bataille. Avant la bataille de Sedan, il y a déjà le sentiment que quelque chose cloche, que cette guerre qu'on pensait faire en Allemagne, du côté français, qu'on pensait facile à gagner, ne sera pas si facile que cela. Et l'armée française, du moins telle que l'a décrit Émile Zola, il a été critiqué pour cela d'ailleurs. La vérité historique, je ne suis pas certain qu'elle corresponde exactement à ce qui est dans ce livre-là. Je ne suis pas certain non plus que les critiques émises contre Zola soient justifiées, mais ce qu'il décrit en tout cas, c'est une désorganisation, c'est un défaitisme avant l'heure, même si certains, et la plupart en fait, s'accrochent à un espoir fou, celui de retourner le sens de l'histoire. Espoir vain, on le saura assez vite. Et donc, avant de se battre à Sedan, on doit se replier depuis l'Alsace, et il y a déjà, avant même la bataille, une sorte de débâcle, une sorte de retraite
Et voici comment Maurice, puis Jean, qui marchent, voient les choses. Et puis, on va voir aussi ce qui se passe dans toutes les guerres, les civils qui s'en vont. Maurice marchait d'un pas de somnambule, les pieds saignants, les épaules écrasées par le sac et le fusil. Il ne pensait plus, il avançait dans le cauchemar de ce qu'il voyait, et autour de lui, la conscience du piétinement des camarades s'en était allée. Il ne sentait que Jean à sa gauche, exténué par la même fatigue et la même douleur. C'était lamentable, ces villages qu'on traversait, d'une pitié à serrer le cœur d'angoisse. Dès qu'apparaissaient les troupes en retraite, cette débandade des soldats éreintés, traînant la jambe, les habitants s'agitaient, hâtaient leur fuite. Eux, si tranquilles 15 jours plus tôt, toute cette Alsace qui attendait la guerre avec un sourire, convaincue qu'on se battrait en Allemagne, et la France était envahie. Et c'était chez eux, autour de leur maison, dans leurs champs, que la tempête crevait comme un de ces terribles ouragans de grêle et de foudre qui anéantissent une province en 2 heures. Cette comparaison est intéressante parce que l'orage de grêle, Jean l'a déjà vécu, Jean Macquart, dans La Terre, assiste à un orage de grêle qui détruit les cultures. Et donc cette comparaison, elle est naturelle. Et il y a toujours chez Zola le lien avec les éléments de la nature, l'ouragan, la mer, l'océan qui se déchaîne, ou la germination dans les moments plus positif que celui-là, qui est une annonce de la défaite qui ne peut que survenir. Devant les portes, au milieu d'une furieuse confusion, les hommes chargeaient les voitures, entassaient les meubles, au risque de briser tout. En haut, par les fenêtres, les femmes jetaient un dernier matelas, passaient le berceau qu'on allait oublier. On sanglait le bébé dedans, on l'accrochait au sommet parmi les pieds des chaises et des tables renversées. Sur une autre charrette à l'arrière, on liait, contre une armoire, le vieux grand-père infirme qu'on emportait comme une chose. Puis, c'étaient ceux qui n'avaient pas de voiture, qui empilaient leur ménage en travers d'une brouette, et d'autres s'éloignaient avec une charge de harde entre les bras. D'autres n'avaient songé qu'à sauver la pendule qu'ils serraient sur leur cœur ainsi qu'un enfant. On ne pouvait tout prendre, des meubles abandonnés, des paquets de linge trop lourds restaient dans le ruisseau. Certains, avant le départ, fermaient tout. Les maisons semblaient mortes, portes et fenêtres closes. Tandis que le plus grand nombre, dans leur hâte, dans la certitude désespérée que tout serait détruit, laissaient les vieilles demeures ouvertes, les fenêtres et les portes béantes sur le vide des pièces déménagées, et elles étaient les plus tristes, d'une tristesse affreuse, de villes prises, dépeuplées par la peur, ces pauvres maisons ouvertes au vent, d'où les chats eux-mêmes s'étaient enfuis dans le frisson de ce qui allait venir. À chaque village, le pitoyable spectacle s'assombrissait. Le nombre des déménageurs et des fuyards devenait plus grand, parmi la bousculade croissante, les poings tendus, les jurons et les larmes. Cette scène, au fond, n'est pas très originale, et c'est ça qui est terrible. C'est que ce sont des scènes qu'on a lues ailleurs, qu'on a vues ailleurs. C'est une scène assez réaliste. Alors bien sûr, il y a ce qui est frappant, c'est ces bébés au sommet des voitures, là. Et le vieillard, le vieux grand-père infirme qu'on emportait comme une chose, on fuit dans la panique. Et puis la bataille a lieu, les soldats, eux, se retrouvent en plein dans la bataille de Sedan. Ils la passent en grande partie d'ailleurs, l'équipe, enfin l'escouade de Jean et Maurice, couchés dans un champ, sans rien voir. Puis, toutes les
violences nous sont décrites sans nous épargner les détails, notamment les moments où on soigne les blessés, dont beaucoup meurent, et également les femmes qui partent à la recherche de leur mari, de leur frère. Mais je vais au fond passer un peu par-dessus le cœur de la bataille. Pour arriver vers la fin, on va retrouver toujours près de Sedan, dans ce moment où l'on ne sait pas trop si la bataille est terminée ou pas, les tractations se font chez l'empereur, présenté de manière assez pathétique dans ce livre-là, et les chefs allemands. Et pendant ce temps-là, on continue à se battre. Et Jean et Maurice vont se retrouver dans une situation où ils n'ont pas d'autre choix que de fuir. Ça se passe dans une forêt. Dès les premiers pas, tous sentirent qu'ils entraient dans un enfer. Mais ils ne pouvaient reculer. Il fallait quand même traverser le bois, leur seule ligne de retraite. À cette heure, c'était un bois effroyable, le bois de la désespérance et de la mort. Comprenant que des troupes se repliaient par là, les Prussiens le criblaient de balles, le couvraient d'obus. Et il était comme flagellé d'une tempête. On retrouve la métaphore ou la comparaison de la tempête, de l'ouragan. Cette nature qui se déchaîne, mais ici ce sont les obus et les balles. Et il était comme flagellé d'une tempête, tout agité et hurlant dans le fracassement de ses branches. Les obus coupaient les arbres, les balles faisaient pleuvoir les feuilles, des voix de plainte semblaient sortir des troncs fendus, des sanglots tombaient avec les ramures trempées de sève. C'est la vie qu'on détruit, la vie végétale aussi, la vie des soldats bien sûr, mais aussi la forêt. On aurait dit la détresse d'une cohue entraînée, la terreur et les cris de milliers d'êtres cloués au sol qui ne pouvaient fuir sous cette mitraille. Jamais angoisse n'a soufflé plus grande que toute la forêt bombardée. Tout de suite, Maurice et Jean, qui avaient rejoint leurs compagnons, s'épouvantèrent. L'importance aussi dans le ressenti des soldats que celle de la peur. Constante. Et humiliante aussi, pour des soldats qu'on présente comme des héros, mais qui sont terrorisés par la catastrophe qui les flagelle, comme il est dit plus haut. Ils marchaient alors sous une haute futaie. Ils pouvaient courir, mais les balles sifflaient, se croisaient. Impossible d'en comprendre la direction, de manière à se garantir en filant d'arbre en arbre. 2 hommes furent tués, frappés dans le dos, frappés à la face. Devant Maurice, un chêne séculaire, le tronc broyé par un obus, s'abattit avec la majesté tragique d'un héros. C'est drôle, le héros, c'est pas le soldat, c'est l'arbre. Écrasant tout à son entour. Et au moment où le jeune homme sautait en arrière, un être colossal à sa gauche, qu'un autre obus venait de découronner, se brisait, s'effondrait ainsi qu'une charpente de cathédrale. Où fuir? De quel côté tourner ses pas? Ce n'était de toutes parts que des chutes de branches, comme dans un édifice immense qui menacerait ruine et dont les salles se succéderaient sous des plafonds croulants. Puis, lorsqu'ils eurent sauté dans un taillis pour échapper à cet écrasement des grands arbres, ce fut Jean qui manqua d'être coupé en 2 par un projectile qui, heureusement, n'éclata pas. Maintenant, il ne pouvait plus avancer au milieu de la foule inextricable des arbustes. Les tiges minces les liaient aux épaules, les hautes herbes se nouaient à leurs chevilles, des murs brusques de broussailles les immobilisaient.
pendant que les feuillages volaient autour d'eux sous la faux géante qui fauchait les bois. À côté d'eux, un autre homme foudroyé d'une balle au front resta debout, serré entre deux jeunes bouleaux. 20 fois, prisonniers de ce taillis, ils sentirent passer la mort. Voilà une scène parmi d'autres. Le massacre de la nature aussi. Cette importance chez Zola toujours de la végétation. Et ici, les hêtres, les chênes centenaires qui tombent. C'est évidemment le contraire de ces lieux où ça germe. On pense à la fin de Germinal, bien sûr. On pense au Paradou de la faute de l'abbé Mouret. On pense à la serre de la curée. On pense à ces moissons aussi de la terre dans laquelle on trouve déjà le personnage de Jean Macquart. Et ici, c'est la destruction des hommes et de la nature ensemble qui a lieu. Et d'autres scènes sont tout aussi terribles de ce combat perdu. Et puis, la ville de Sedan va être envahie par les Allemands, va être occupée. Et la guerre continue ailleurs, mais aussi la vengeance. Il y a les francs-tireurs, ceux qui s'étaient cachés dans les bois et qui vont traquer après la bataille les traîtres, ceux qui se sont accoquinés avec les Allemands. Et il y a une scène, là aussi, absolument terrible, qui nous est décrite. Il s'agit d'un homme qui est considéré comme un espion de l'Allemagne et qui vient dans la ferme où se trouve Jean, en convalescence, blessé. Il veut récupérer son enfant et la mère de cet enfant, qui refuse, parce qu'elle est française et lui est allemand et considéré comme un espion. Et donc, elle va trouver le moyen de s'en débarrasser à l'aide de ces francs-tireurs qui vont arrêter le Prussien et le juger. Voici comment. Il alla chercher 3 chaises, les aligna, composa ce qu'il appelait le tribunal, lui au milieu, flanqué à droite et à gauche de ses 2 lieutenants. Tous 3 s'assirent, et il se releva, parla avec une lenteur goguenarde, qui peu à peu s'élargit, s'enfla d'une colère vengeresse. « Moi, je suis à la fois le président et l'accusateur public. Ce n'est pas très correct, mais nous ne sommes pas assez de monde. Donc je t'accuse d'être venu nous moucharder en France, ayant ainsi par la plus sale trahison le pain mangé à nos tables. Car c'est toi la cause première du désastre, toi le traître qui, après le combat de Nouart, a conduit les Bavarois jusqu'à Beaumont pendant la nuit au travers des bois de Dieulay. Il fallait un homme qui eût longtemps habité le pays pour connaître ainsi les moindres sentiers. Et notre conviction est faite, on t'a rencontré guidant l'artillerie par les chemins abominables, changés en fleuves de boue où l'on a dû atteler 8 chevaux à chaque pièce. Quand on revoit ces chemins, c'est à ne pas croire. On se demande comment un corps d'armée a pu passer là, sans toi, sans ton crime de t'être gobergé chez nous et de nous avoir vendus. La surprise de Beaumont n'aurait pas eu lieu. Nous ne serions pas allés à Sedan. Peut-être aurions-nous fini par vous rosser. Et je ne parle pas du métier dégoûtant que tu continues à faire, du toupet avec lequel tu as reparu ici, triomphant, dénonçant et faisant trembler le pauvre monde. Tu es la plus ignoble des canailles. Je demande la peine de mort.
Un silence régna. Il s'était assis de nouveau. Il dit enfin « Je nomme d'office Ducas pour te défendre. Il a été huissier. Il serait allé très loin sans tes passions. Tu vois que je ne te refuse rien et que nous sommes gentils. » Goliath, c'est l'accusé, Goliath, qui ne pouvait remuer un doigt, tourna les yeux vers son défenseur improvisé. Il n'avait plus que les yeux vivants. Des yeux de supplication ardente, sous le front livide qui trempait une sueur d'angoisse. À grosses gouttes, malgré le froid. « Messieurs, plaida Ducas en se levant, mon client est en effet la plus infecte des canailles. Et je n'accepterais pas de le défendre si je n'avais à faire remarquer, pour son excuse, qu'ils sont tous comme ça dans son pays. Regardez-le, vous voyez bien à ses yeux qu'il est très étonné. Il ne comprend pas son crime. En France, nous ne touchons nos espions qu'avec des pincettes, tandis que là-bas, l'espionnage est une carrière très honorée, une façon méritoire de servir son pays. Je me permettrai même de dire, messieurs, qu'ils n'ont peut-être pas tort. Nos nobles sentiments nous font honneur, mais le pis est qu'ils nous ont fait battre. Si j'ose m'exprimer ainsi, quos vult perdere Jupiter dementat. Vous apprécierez, messieurs. Et il se rassit, tandis que Sambuc reprenait. « Et toi, Cabas, n'as-tu rien à dire contre ou pour l'accusé ?»« J'ai à dire, cria le Provençal, que c'est bien des histoires pour régler son compte à ce bougre-là. J'ai eu pas mal d'ennuis dans mon existence, mais je n'aime pas qu'on plaisante avec les choses de la justice, ça porte malheur. À mort, à mort. » Solennellement, Sambuc se remit debout. « Ainsi, tel est bien votre arrêt à tous les deux, la mort ? » « Oui, oui, la mort. » Les chaises furent repoussées. Il s'approcha de Goliath en disant « C'est jugé, tu vas mourir. » Les deux chandelles brûlaient, la mèche haute, comme des cierges, à droite et à gauche, du visage décomposé de Goliath. Il faisait pour crier grâce, pour hurler les mots dont il étouffait, un tel effort que le mouchoir bleu sur sa bouche se trempait d'écume. Et c'était terrible, cet homme réduit au silence, muet déjà comme un cadavre, qui allait mourir avec ce flot d'explications et de prières dans la gorge. Cabas armait le revolver. « Faut-il casser la gueule ?» demanda-t-il. « Ah non, non !» cria Sambuc. « Il serait trop content. » Et revenant vers Goliath, « Tu n'es pas un soldat. Tu ne mérites pas l'honneur de t'en aller avec une balle dans la tête. Non. Tu vas crever comme un sale cochon d'espion que tu es. » Il se retourna. Il demanda poliment. « Sylvine, sans vous commander, je voudrais bien avoir un baquet. » Pendant la scène du jugement, Sylvine n'avait pas bougé. Elle attendait, la face rigide, absente d'elle-même, toute dans l'idée fixe qui la poussait depuis 2 jours. Et quand on lui demanda un baquet, elle obéit simplement. Elle disparut 1 minute dans le cellier voisin, puis revint avec le grand baquet où elle lavait le linge de Charlot. C'est son fils et le fils de Goliath, donc, de celui qui vient d'être condamné. « Tenez, posez-le sous la table au bord. » Elle le posa, et comme elle se relevait, ses yeux de nouveau rencontrèrent ceux de Goliath. Ce fut dans le regard du misérable une supplication dernière, une révolte aussi de l'homme qui ne voulait pas mourir. Mais en ce moment, il n'y avait plus en elle rien de la femme, rien que la volonté de cette mort, attendue comme une délivrance. Elle recula encore jusqu'au buffet. Elle resta. Sambuc, qui avait ouvert le tiroir de la cuisine, venait d'y prendre un large couteau de cuisine, celui avec lequel on coupait le lard. « Donc, puisque tu es un cochon, je vais te saigner comme un cochon. » Et il ne se pressa pas, discuta avec Cabas et Ducas pour que l'égorgement se fît d'une manière convenable. Même il y eut une querelle, parce que Cabas disait que dans son pays, en Provence, on saignait les cochons la tête en bas, tandis que Ducas se récriait, indigné, estimant cette méthode barbare et incommode. Avancer le bien au bord de la table, au-dessus du baquet, pour ne pas faire des taches. Ils l'avancèrent et Sambuc procéda tranquillement, proprement. D'un seul coup, du grand couteau, il ouvrit la gorge, en travers.
Voilà cette scène de vengeance. Juste après d'ailleurs, Charlot, le fils, on se rend compte qu'il était là, qu'il a vu cette scène terrible où on saigne l'espion ennemi, mais qui a vécu ici longtemps. On le saigne comme un cochon. Et ces scènes de vengeance nous montrent aussi qu'il n'y a pas une opposition ferme chez Zola entre les gentils Français et les méchants Allemands. Bien au contraire. Ici, les Français, ces Français-là en tout cas, se conduisent d'une manière totalement barbare. Et le roman va se terminer ailleurs que dans cette région de Sedan où il se passe de manière continue depuis le début, puisque Jean et Maurice vont se retrouver à Paris pendant la Commune et se retrouver, alors qu'ils sont amis, dans des camps opposés, parce que Maurice s'est laissé exalter par les idées de la Commune, alors que Jean est resté fidèle à l'armée et va réprimer la révolte communarde. Et à la fin, je ne vais pas raconter ce qui se passe tout à la fin, mais on les retrouve fuyant dans Paris en feu, puisque l'incendie a été mis à la capitale. Et c'est donc dans cet enfer que se termine cette histoire-là. Enfer du début à la fin, que cette débâcle, la fin du Second Empire, est presque la fin des Rougon-Macquart de Zola. Je ne vais pas en lire et en dire plus sur la débâcle. Un roman fort, un roman long aussi, qui achève sur le plan historique et politique cette histoire des Rougon-Macquart, mais il reste le docteur Pascal et cette histoire de famille à régler. Ça, ce sera le dernier roman dont je parlerai tout bientôt.